Bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur le top sharing, un sujet d'actualité et d'avenir, voilà, qui nous tient vraiment à cœur avec Léna. On est toutes les deux cofondatrices de Worksharing. On accompagne les entreprises pour la mise en place du job sharing. Et en fait, on vit aussi nous le top sharing toutes les deux puisque on est avec, Léna vient avec sa casquette, de DRH et coach et elle va bientôt nous rejoindre et moi je suis plutôt avec ma casquette, marketing et commercial donc on a cette complémentarité toutes les 2 et aujourd'hui on va pas parler de nous, on va surtout parler avec, Florence et Muriel, voilà qu'on accueille, et Nicolas Passetti qui, vont partager avec nous, des témoignages qui j'espère seront inspirants pour vous, vous donneront des idées. Voilà, on a Florence et Muriel qui ont travaillé, en duo pendant plus de 21 ans, chez HP et les fonctions de direction, notamment directrice financière, et Nicolas Passetti qui est en fait en top sharing avec son épouse. Donc ça va être intéressant aussi, d'avoir, son témoignage, sur, la partie, bah, vie pro, vie perso, cet équilibre aussi, pour tous les 2. Alors je crois que Léna est en salle d'attente, j'ai bien compris, on va bientôt, elle va bientôt je pense, nous rejoindre. En attendant, ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire, bah, pourquoi est-ce que, on avait envie de parler, du top sharing, avec vous. Ah ben voilà, du coup Léna Léna est de retour, ça est de marche, retour, ça marche. pile poil. J'étais juste en train de dire qu'on allait, parler du top sharing et du coup tu peux prendre la relève pour, l'intro. J'ai Super, déjà fait le tour de table et cetera. Voilà. parfait, merci. Désolée pour, problématique technique. Donc, oui, effectivement, ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour, cette thématique de top sharing. On va pouvoir effectivement partager les témoignages tels que vous l'a dit Florence. Alors pourquoi le top sharing en fait? Qu'est-ce que c'est déjà le top sharing et pourquoi? On voit bien qu'effectivement on a des, problématiques, en ce moment, au niveau RH. Là, je vais prendre ma casquette plutôt RH, hein, d'attractivité sur les postes de management et donc l'idée c'est de pouvoir justement, se dire: «Bah, comment est-ce qu'on répond à ces enjeux?» même si, aujourd'hui, les jeunes restent attirés par les postes de manager. On a 58 des 20-30 ans qui aspirent quand même à des postes de management, mais les anciens commencent à s'émousser un petit peu. 46 des plus de 56 ans se disent: «Bon, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer sur du management?» Alors, on voit bien qu'on est, face à un modèle traditionnel un peu à bout de souffle. On a, on va dire un mode organisationnel, horizontal qui commence à émerger. On a, une prise en compte du bien-être des collaborateurs qui est important et qui va être prégnant dans la fidélisation et l'attractivité des talents et puis, des enjeux, d'égalité également et de diversité et d'inclusion. Tous ces sujets font qu'on est en train de repenser finalement un management un peu différent. On demande aujourd'hui aux managers de jongler entre plusieurs rôles, l'expert, le leader, le coach, on va dire celui qui engage et qui va être le relais de la stratégie de l'entreprise et en même temps qui va donner du sens et de la cohésion. Donc tout ça fait qu'effectivement, on a besoin de managers qui sont dans un modèle plus agile, plus partagé. Et donc, c'est en ça, finalement, qu'on en arrive au top sharing. Donc, le top sharing, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez peut-être déjà le top sharing? Alors oui et en premier on a mis normalement alors moi je le vois pas, mais je pense que Nicolas non, tu le vois pas? Un sondage, on voulait savoir un petit peu pour vous, On a un souci sur le truc du sondage, j'essaie de regarder pour m'en occuper. d'accord. Bon, en Voilà. fait, on voulait vous demander effectivement, pour vous, quels étaient les enjeux, actuels les plus critiques pour les postes stratégiques dans les organisations? Est-ce que c'était plutôt de développer un leadership, collaboratif? Est-ce que c'était plutôt de prendre des décisions rapidement, efficacement? Ou alors de motiver et engager les équipes? C'est un petit peu nos questions. Ou bien maîtriser l'art du, déléguer sans paniquer? Si vous avez envie de répondre dans les commentaires, allez-y et puis ça sera intéressant de voir, vos retours et puis, le top sharing effectivement, Léna, qu'est-ce que c'est que le top sharing? Et puis, aussi quels sont les principaux avantages? Mmh. Alors, le top sharing, alors pour ceux qui sont là, peut-être certains connaissent déjà le job sharing. Donc, le job sharing, c'est quoi? Pour faire simple, hein, c'est coexercer une fonction à 2 en co-responsabilité et en remplacement mutuel. Donc, soit en temps plein, soit en temps partiel. On va dire la plupart du temps, ce sont 2 personnes à 60 qui vont travailler, je donne un exemple, du lundi au mercredi, la première
la deuxième du mercredi au vendredi. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir justement être dans une continuité d'activité, de pouvoir répondre à des enjeux de polyvalence, de complémentarité des compétences, et puis aussi de répondre à des besoins des collaborateurs qui, dans des périodes de vie ou dans des moments clés de vie, vont avoir besoin de temps, par exemple, pour avoir une autre activité, pour aider un proche, pour accompagner ses enfants, ou bien même, on va dire, aménager sa fin de carrière. Donc, tous ces éléments-là font qu'effectivement, on est sur un partage de postes et plus de performance, un meilleur équilibre de vie finalement pour les collaborateurs et donc plus d'engagement. Et pour des postes de management, donc le top sharing, finalement, la différence, c'est associer du job sharing, donc du partage de postes, à des postes de manager, voire de top management. Et donc là, l'impact en fait du top sharing est assez fort parce que on va pouvoir partager les décisions, on va pouvoir être impactant dans la créativité, dans la proposition finalement de solutions diverses et variées, avoir un périmètre plus large, et puis de pouvoir aussi baisser cette charge mentale que l'on peut avoir en tant que manager avec tout ce que ça demande derrière comme implication, comme responsabilité et comme diversité, et toujours dans une dynamique d'être toujours dans l'urgence, parce qu'on est malgré tout, depuis quelques années, et ça ne cesse de se développer, dans une gestion de l'urgence au quotidien, et de devoir être toujours plus réactif les jours passants. Et alors, Léna, par rapport aux enjeux, en quoi, en fait, comment le top sharing répond-il aux enjeux du top management et des entreprises? En fait, le top sharing va répondre à 3 défis finalement. On a de la complexité sur les postes stratégiques. On a de plus en plus des entreprises qui vont rechercher notamment le mouton à 5 pattes, avec des responsabilités fortes, avec des enjeux économiques et financiers forts. Et donc, ce mode de travail va répondre à ça, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de moins de pression et de charge mentale diminuée. Et c'est vrai que ça va permettre justement de baisser, on va dire, en stress, de baisser en pression et d'être plus serein dans son quotidien. Bien évidemment, on a les attentes du top management sont à peu près similaires finalement que les attentes des autres collaborateurs. Le besoin de flexibilité, le besoin d'agilité, tous ces besoins-là sont aussi des besoins que les top managers vont avoir. Et donc ce modèle permet aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut être top manager sans être à 2000% et avoir autre chose dans sa vie qu'uniquement son boulot. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être vraiment différenciant sur ces jobs-là. Et puis, bien évidemment, on a aussi un enjeu de diversité, inclusion et d'égalité professionnelle, hein. Je parle même d'équité souvent. L'accès aux femmes à des postes de direction et de top management. Pour tout un tas de raisons, on est encore dans une culture où on peut avoir certaines responsabilités et tâches qui sont le plus souvent assignées. Alors, je fais des grandes généralités, bien évidemment, ça commence à changer et bien heureusement. Mais on peut avoir effectivement une possibilité d'atteindre ce type de job en ayant du temps, et ça change aussi l'accès finalement, ça va casser les plafonds de verre de certaines personnes, que ce soit des femmes ou autres d'ailleurs, peu importe, mais de pouvoir accéder à des profils plus divers et plus ouverts. C'est vrai que là-dessus, juste pour rebondir, on a eu le témoignage, d'une personne, et puis après ça va être intéressant aussi de vous écouter, Florence et Muriel et Nicolas, mais une personne, qui nous a dit que justement elle avait le job sharing, le top sharing lui avait permis, d'accéder, d'avoir le courage, on va dire, et d'accéder à un poste, de prendre un poste de direction, parce qu'elle se sentait du coup plus sereine, à 2, et ça a été vraiment on va dire un tremplin pour sa carrière, donc c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et alors, à ton avis, Léna, comment le top sharing, en fait, peut-il ou va-t-il transformer, le management? En fait, on fait évoluer les mentalités, c'est sûr. Alors, Florence et Muriel vont pouvoir nous expliquer aussi un peu plus, parce qu'elles l'ont pratiqué finalement il y a quelques années aussi, hein, donc c'est pas si nouveau que ça. Mais on repense effectivement le mode de management et l'organisation. On est sur finalement des gouvernances un peu plus horizontales, un peu plus matricielles même. Le rôle du dirigeant va changer aussi, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une seule vision unique, mais sur une vision partagée. Donc la dimension finalement collective et partagée va prégner.
Et puis, on est aussi sur de la performance développée, décuplée, parce que deux cerveaux, bah, c'est plus fort qu'un seul cerveau. Donc forcément, ça va apporter plus de créativité, plus de performance et plus un ROI positif pour l'organisation. D'accord. Donc si je comprends bien, le top sharing, on va dire que c'est une déclinaison du job sharing, donc à des postes de direction, donc 2 leaders qui se partagent un même poste en co-leadership, hein, et co-responsabilité et qui permettent effectivement d'être encore plus efficaces sur les décisions, stratégiques et ça favorise aussi, voilà, ça renforce l'expertise, de chacun, et puis aussi, comme tu le disais, plus de flexibilité, plus d'innovation. Et pour un management qui va être aussi, plus performant et plus humain, voilà, qui va encourager la collaboration, et un meilleur équilibre de vie, pour tout le monde. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu, on va dire cette intro, et voilà, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on va parler, ce qui va être, particulièrement intéressant aussi, ça va être, d'écouter Florence et Muriel et puis Nicolas. Voilà, pour avoir vos témoignages, avoir, aussi des exemples, concrets, du vécu. Nous, avec l'élan, on le vit au quotidien, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir, voilà, votre regard et puis, bah, Léna, je te propose de démarrer par, notre première question. Alors, Florence, c'est Muriel. Alors, Floriel, hein, c'est ça, vous allez nous en dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, bah, comment vous avez découvert le job sharing et puis finalement, est-ce que enfin voilà, comment ça s'est passé en fait, votre histoire? Eh bien, en fait, nous étions dans la même société, HP, et nous étions toutes les deux managers financiers, et on avait un boss en commun. Notre chef était anglo-saxonne, et c'était une grande chance parce que, en fait, dans le monde anglo-saxon, il y avait déjà des expériences de job share. Donc, en particulier chez HP, on avait plusieurs exemples de gens qui étaient carrément vice-présidents, donc vraiment du top management qu'il avait déjà fait. Et nous, on avait envie de travailler un petit peu autrement pour justement équilibrer notre vie. Et notre boss, cette boss anglaise, avait envie d'expérimenter à Grenoble, c'était la première fois à Grenoble, cette méthode de management, et elle nous a aidés à bâtir le projet. Et donc, c'est comme ça qu'on en a pris connaissance et qu'on a eu le support, la bénédiction de notre boss, et qu'on a pu démarrer ce projet. Mmh. Ça a été un vrai plus effectivement. Ouais, tout à fait. OK, et du coup, si vous pouviez nous expliquer un petit peu vos principales responsabilités, comment vous avez organisé un petit peu, bah, votre quotidien? Alors, en termes de responsabilité, donc moi c'est Florence, hein, on s'est pas présenté, Ah oui. pardon. C'est Muriel qui vient de parler et moi c'est Florence. Hem, on était responsable quand on a démarré le job share financier, d'une entité, business de HP. Donc on avait des responsabilités, classiques, de gestion financière de l'entité, et donc qui consistaient à encadrer une équipe, à faire du reporting financier avec toutes les contraintes que ça représente, surtout à cette époque-là, dans une société anglo-saxonne. Et puis, on était membre donc de l'équipe de direction, à la fois l'équipe de direction fonctionnelle, donc finance, et l'équipe de direction opérationnelle. Voilà. Et donc dès le départ, comme ça a été dit en introduction, hein, on s'est organisé pour être polyvalentes l'une et l'autre. Donc on ne s'est pas du tout partagé les responsabilités. On était capable et on devait être capable de répondre à toutes les sollicitations et assurer l'intégralité des responsabilités l'une et l'autre. Ceci, pour assurer la continuité sur le poste, pour assurer aussi la facilité d'organisation, et puis Mmh. quelque chose qui est très important, la transparence par rapport aux gens avec qui on travaillait. Voilà. Mmh. Et juste quand tu parles de transparence, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Transparence, c'est-à-dire que pour les gens avec qui on travaille, ça doit être complètement indifférent, Mmh. que ça soit qui parlait à Muriel ou à Florence, c'était pareil. Ouais. Et surtout, ça ne représentait aucun effort, ça doit représenter aucun effort de leur part. Donc, bien sûr qu'il y a du travail en amont pour expliquer le mode de fonctionnement et puis pour convaincre. Bon, ça, on pourra y revenir. Mmh. Mais une fois que c'est en place, il faut que pour les gens, ça soit aussi facile que d'avoir un seul manager en face d'eux. Mmh. D'accord. Mmh. Donc il vous appelait Floriel?
Oui, ou ça pas? leur arrivait de nous appeler Floriel, absolument et Ouais. surtout, il arrivait qu'ils se souviennent plus avec qui ils avaient discuté la fois précédente, d'un sujet. C'était D'accord, à la fin et c'était le signe que ça marchait bien, Mmh. c'était égal, voilà. d'accord. Alors, et toi, Nicolas, du coup, est-ce que tu peux nous partager bah, ton expérience aussi, j'ai envie de dire perso professionnelle, je sais pas trop comment tu peux le qualifier, en top sharing finalement. Bah écoute, nous, c'est venu un peu naturellement parce que on a monté l'entreprise. Enfin, j'ai monté l'entreprise, j'ai monté E-Team il y a une douzaine d'années. Et comme j'avais besoin d'accompagnement et de conseils au départ sur des sujets que je maîtrisais pas forcément de management, de développement de l'entreprise, mais qui étaient nécessaires, tu vois, pour pouvoir avancer parce que je travaillais vraiment comment dire, en bon sens, comme j'ai pas le mot, je perds le mot. Ouais. Bah, c'est pas grave. Du coup, avec Oui, bon sens, je travaillais avec bon sens tout simplement, mais sans forcément avoir de stratégie Mmh. ou de préformation là-dessus. Bah, c'est naturellement en fait que Julia m'a commencé à m'accompagner, et puis après, quand l'entreprise s'est développée, c'est naturellement qu'on a fait ça à deux. Donc du coup, on a toujours dirigé et co-développer la boîte ensemble, en prenant toutes les décisions ensemble, chacun de notre côté, enfin, chacun ensemble, justement pas chacun de notre côté, en prenant toutes les décisions ensemble, même si on avait des particularités chacun de notre côté et des compétences chacun de notre côté. Donc ça s'est fait vraiment de manière complètement naturelle et totalement collaborative. Et c'était d'ailleurs assez intéressant que ça se fasse comme ça naturellement parce que au final, on s'est jamais alloué comment dire, de, de missions particulières l'un et l'autre. On a vraiment tout fait ensemble et on les a traités en fait en fonction des besoins et en fonction de la bande passante de chacun. Mais au final, on s'est pas dit au départ, tiens, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est venu un petit peu plus après, on a quand même un petit peu décalé l'émission après, mais ça s'est fait de cette d'accord. manière. Et juste si je peux me permettre une question, quand tu dis, chacun est venu avec ses compétences, c'était quoi? Enfin, en quoi vous êtes, sur quoi vous êtes complémentaires ou qui apporte quoi? Alors, encore une fois, bon, moi, j'ai pas fait de formation sur le sujet, mais moi, je suis plus sur la partie management. Vraiment, le fait de gérer les équipes, le fait de faire avancer les équipes, elle est plutôt sur le côté, on va dire, gestion globale de Mmh. l'entreprise, plus sur le côté D'accord. administratif. Euh, et on a, en plus, ce qu'il y a d'assez marrant, bah, après, peut-être qu'on en parlera après, mais ce qu'il y a d'assez marrant, c'est qu'on n'a absolument pas du tout la même vision des choses. Mais alors, pas du tout. Mais on est pratiquement d'accord sur rien. Donc, c'est quand même assez compliqué de développer quelque chose quand on est d'accord sur rien, mais on est pratiquement d'accord sur rien. Donc, enfin, c'est assez marrant. C'est pas tous les jours facile, mais c'est assez marrant. Je regarde Florence et Muriel qui se regardent. C'est peut-être un peu le cas sur certains points. Donc, Oui, on va effectivement, on va en reparler et et alors par rapport à donc votre dans vos duos là, enfin chacun et chacune, comment est-ce que vous gérez, la frontière, enfin entre vie professionnelle, vie personnelle, dans cette configuration en fait? Et puis votre équilibre vie pro, vie perso? Florence et Muriel déjà pour, Bon, en fait, la façon dont on était organisé, c'est que vraiment on travaillait seulement 3 jours. Donc, par exemple, une personne travaillait du lundi au mercredi, donc il lui restait 4 jours vraiment sans charge mentale. Donc, la vie perso, elle commence le jeudi matin jusqu'au dimanche soir. Alors, c'est pas si simple dans la vraie vie parce que, en fait, il faut pour arriver à avoir cette charge mentale à zéro, il faut être super organisé et il faut organiser les transitions. C'est-à-dire que quand vous partez le mercredi soir, il faut que la transition elle soit parfaite. Et le lundi matin, pas possible d'arriver à 9 heures les pieds sur le bureau. Il faut que le dimanche la vie, la charge mentale, elle reprend le dimanche soir. Parce que là, il faut arriver à fond le lundi matin pour que mmh, tout le monde soit propre. Voilà, mais en fait, c'était l'objectif qu'on s'était donné, d'avoir 4 jours de charge mentale à zéro mmh. chaque semaine, ce qui est beaucoup en fait. Oui, Voilà. oui, c'est ouais. C'était l'objectif. Au fur et à mesure du temps, on y est bien arrivé. On arrive à faire des transitions assez propres. Ça veut dire qu'on est complètement polyvalent sur l'ensemble des sujets pendant 3 jours pour ne pas déranger l'autre. Bon, après ça, c'est l'objectif. La réalité, si on arrive à faire 90%, c'est bien. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Oui, ça résonne pas mal parce que comme, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais avec Léna aussi on l'a vécu aussi le job sharing au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui.
Et moi, effectivement, quand je l'ai vécu, pareil, j'étais en Allemagne, chez Nivea, donc je travaillais du lundi au mercredi et mon job partner, lui, travaillait du mercredi au vendredi et tout ça résonne tout à fait, ce que tu dis, Muriel, sur le côté, bah, jeudi, oui, jeudi, je switch, je suis plus au bureau, c'est Thomas qui gère et quand je reviens lundi, ouais, je suis boostée, et voilà et la répartition se fait aussi, naturellement, ouais, l'équilibre. Et en fait aussi, dans les jobs de top sharing, parce que la vie, elle n'est pas seulement du lundi matin au vendredi soir. Mmh. Dans le job de directeur Oui, financier, de plus en plus, la pression montait. On nous demandait des choses le week-end, les vacances, etc. Donc, c'était bien parce qu'on savait quel week-end, enfin, le week-end, s'il y avait des urgences, qui était de garde, en fait. Et les vacances, on était vraiment en vacances. Donc, c'est encore plus important dans les jobs de top sharing où la vie, elle s'arrête pas le vendredi à 17h. mmh. D'accord, oui. Oui, effectivement, vous avez été, ça oui, ça c'est vrai que c'est un vrai plus et une vraie différence. Effectivement, ouais. Et alors, Nicolas, si je peux te poser aussi la question? Je suis tout à fait avec vous. Et parce qu'on a Oui, des bugs, donc c'est pour ça, je regarde en même temps les bugs bon, qu'on a. On a perdu Léna qui a dû bugger comment dire, son accès Internet, donc c'est un peu relou, mais bon, elle va écoute, c'est pas grave, c'est revenir les joies du webinaire, c'est les et joies c'est du direct. l'avantage Ouais. d'être en duo, c'est que tu vois, s'il y en a un qui bug, bah, moi je suis encore là. C'est ça l'intérêt. Exactement. En fait, tout ça, c'est Et vous, travaillé. Tout ça, c'est travaillé. à côté. Oui, vous êtes à côté. Et alors toi Nicolas, avec, ton épouse, bah, comment vous faites pour gérer cette frontière, vie pro, vie perso? Parce que là, vous êtes encore plus, enfin, pas c'est pas mélangé, mais je veux dire, Ben, on la gère comment? On va pas. dire On la gère pas, on n'a pas de frontière. C'est impossible d'avoir une frontière. C'est juste impossible, quoi. C'est même pas la peine d'y penser. Non, non, c'est complètement impossible. Il y a pas vraiment de frontière. C'est là où ça se mêle un ouais. petit peu. Après, on a la chance d'avoir une petite fille qui fait qu'on a quand même d'autres sujets de conversation et d'autres choses à gérer et d'autres choses à s'occuper. Ce qui fait que, bah, bien évidemment, quand on est avec elle ou quand on fait d'autres choses, ça nous permet d'avoir cette Mmh. coupure. Je sais pas, là, pour le coup, je ne l'ai pas vécu, donc je peux pas vous dire si ça serait le cas si on Mmh. l'avait pas. Mais le fait qu'on l'ait, en fait, ça crée cette coupure après le boulot, qui fait qu'on n'y revient pas forcément. Alors après, bien évidemment, ça peut revenir de manière Mmh. régulière, mais comment dire, mais de facto, on a quand même cette zone de coupure. Mais sinon, non, effectivement, chez nous, c'est un peu Mmh. compliqué. On n'a pas vraiment comment dire, de coupe, enfin de distinction entre les deux parce que sincèrement, on se voit tout D'accord, le ouais temps. et ça veut dire qu'en vacances aussi, au week-end, enfin, c'est, ça se passe comment Ah vous bah, comment vous gérez alors, ça? alors, en week-end, oui, ça Mmh. peut arriver. Par contre, quand on est en vacances, non. Parce qu'en vacances, en plus, on a l'art de la déconnexion. Enfin, moi, j'ai l'art de la déconnexion quand je suis en D'accord. vacances. Donc, je prends 2 fois vraiment des bonnes vacances dans l'année, c'est-à-dire, souvent, en fait, surtout, l'été, le mois d'août. J'enlève tout ce qui correspond au boulot. Donc non, là, pour le coup, on parle pas du tout travail Mmh. pendant un mois. Ça, c'est autre chose, mais c'est plus le côté déconnexion que le côté essayer de mettre une Mmh. limite entre les deux. Et par rapport à ce que disaient Florence et Muriel sur, bah, parfois elles disaient bon, bah, le soir ou le week-end, enfin il y a des questions, qui peuvent être posées, enfin quand on est à des postes de direction et pour vous, voilà, comment ça se passe, cette gestion, Mais après, aujourd'hui, on est dans une phase aussi de Mmh. développement, donc on bosse beaucoup, donc forcément, ça nous arrive de bosser aussi le soir et de bosser aussi le week-end. Ça, c'est une réalité. Mais après, c'est aussi ce qui est. Alors, c'est chiant parce qu'on est quand même constamment sur le sujet tous les deux, mais ce qui est aussi cool, c'est qu'on est justement sur le sujet Mmh. tous les deux. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une compréhension mutuelle de ce qui se fait, ce qui serait pas forcément le cas si on Mmh. n'était pas ensemble. Si on n'était pas ensemble, là, pour le coup, ça aurait pu être compliqué. Ça, c'est les joies du fait comment dire, de travailler avec Mmh. son épouse, même si c'est pas toujours facile parce que de temps en temps ça rejaillit. Alors après, bon, après c'est plus le côté perso, mais nous on a de la chance, c'est qu'on même quand on n'est pas d'accord, on n'est pas rancunier, on se fait pas la tête. Ça pour le coup, ça pourrait être problématique sinon, parce que des fois on n'est vraiment pas d'accord sur les sujets, donc ça pourrait rejaillir sur le perso. Mais chez nous Bah, c'est pas le cas. justement, je voulais parler, de ces situations de prise de décision et de désaccord. Bah, tu veux continuer dessus, Nicolas, pour dire, voilà, quand vous n'êtes pas d'accord, enfin, comment vous prenez les décisions? Parce que tout à l'heure, tu as dit, bah, on n'a jamais les mêmes points de vue, on est on n'a pas du tout la même Mm. vision. Bah, du coup, comment ça se passe, cette prise de décision et comment vous gérez les Euh, désaccords? Bah, après, bon, de toute façon, on exprime de toute façon toujours nos prises enfin nos points de vue. On l'exprime de manière assez importante et comment dire, assez forte. Mais je, je-
Je sais pas exactement, enfin, encore une fois, on n'a pas de cadre particulier pour se dire on prend cette décision-là ou cette décision-là. On essaye vraiment, une fois qu'on a vraiment développé nos points de vue, on essaye vraiment d'essayer de prendre de la hauteur chacun sur le sujet et d'essayer de trouver au maximum un consensus pour pouvoir essayer de comprendre les deux aspects et d'arriver bah ouais, sur quelque chose qui soit consensuel en fait, entre les deux. Si vraiment il y a des décisions à prendre, bah, in fine, bon, ça peut paraître très bête, mais comme c'est quand même moi qui ai monté le truc et qui est la décision finale, on va dire entre guillemets, c'est moi qui prendrai la décision finale parce que c'est ça. Mais je pense pas que ça se soit déjà fait de cette manière-là. Ça a peut-être dû se faire sur un ou deux sur lesquels on n'était vraiment pas d'accord et sur lesquels, bon, bah, voilà, il y a un moment donné, il fallait trancher. Bon, bah, on a tranché. La majeure partie du temps, c'est on continue de discuter ou d'avancer tant qu'on n'a pas trouvé un accord. Je pense que c'est la meilleure chose parce que si on a des points de vue qui sont assez marqués et assez opposés, et que comment dire, et que c'est sur le même sujet et que c'est nous deux qui développons la boîte, si jamais on prend l'un ou l'autre, forcément il y aura une problématique qui va se poser à un moment donné. Donc ça veut dire qu'on doit continuer de discuter et continuer comment dire, d'avancer et de trouver la solution pour que ça convienne à tous les deux, parce que sinon il y aura forcément un problème d'adhésion et il y aura forcément un problème comment dire, de direction à prendre. Donc ça continue je pense que encore une fois, depuis toutes ces années, il y a peut-être une ou deux fois où vraiment on a dû prendre une décision tranchée parce qu'on n'était vraiment pas d'accord et qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais ça arrive extrêmement rarement, quoi. Mais les discussions peuvent du coup être un peu longues et les discussions peuvent être Houleuse ou un peu houleuses par moment, un peu houleuses enthousiaste, par moment. émotionnelle, on va dire Enthousiaste, ça comme ça. exactement, enthousiaste. C'est Enthousiaste, c'est le terme. Tout à fait. D'accord, merci Tout Nicolas. à Et fait. alors Florence et Muriel, je vous voyais aussi sourire. Je suis sûre que ça vous rappelle des souvenirs. Comment ça se passait effectivement, vos prises de décision, puis Oui, comment vous gériez les désaccords? on sourit, je pense, parce que c'est la prise de décision, c'est quand même un point crucial dans le bon fonctionnement justement du job share et en top share encore plus parce que c'est quand même l'essence du poste. Nous, la façon dont on gérait, c'est qu'on essayait d'anticiper au maximum les décisions à prendre. Il y avait quand même une grosse partie des décisions qui étaient anticipables, connues, et donc on passait beaucoup de temps à discuter avant la prise de décision pour justement partager nos points de vue et échanger les arguments. Donc c'était une partie importante de notre jour de recouvrement, puisqu'on avait quand même un jour de recouvrement qui était consacré à ça. Voilà. Et bon, de fait, on a eu assez peu on a beaucoup discuté, mais on a eu assez peu de conflits et assez peu de problèmes à prendre des décisions communes parce que je pense qu'on partageait quand même d'abord à la longue, on se connaissait bien et donc je pense qu'on avait des façons de travailler qui s'étaient rapprochées forcément. Par contre, bon, il pouvait arriver bien sûr aussi qu'il y ait des décisions rapides à prendre ou impromptues et qu'on était obligé de prendre sans avoir eu l'occasion de les partager, d'en discuter ensemble. Et là, la règle qu'on avait, c'est qu'on y adhère ou pas entre nous. Pour l'extérieur, on supportait 100%, dans 100% des cas, la décision qui avait été prise, justement, pour ne pas remettre en cause le job share et le fait que c'était deux têtes, mais une seule voix. Voilà. Ah oui. Et c'était vraiment important parce que il a pu quand même arriver, bon, au début, hein, surtout quand les gens ne connaissaient pas, qu'ils essayent de jouer du job share, c'est-à-dire de mettre un coin entre nous deux, et donc pour des tas de raisons. Mais donc il fallait être 100% solidaire et c'est ce qu'on a réussi à tenir, je pense. D'accord, oui. Donc ils n'ont pas réussi à vous piéger. Non, puis Jamais. ça qu'est-ce qu'il y a Muriel? Jamais. Jamais, jamais. Jamais piégé. Non, mais c'est une force, c'est vrai que c'est une force et c'est vrai que c'est intéressant aussi dans ce que tu dis Florence, que s'il y en a une qui prenait une décision, même si l'autre au final était peut-être pas forcément complètement d'accord parce que vous aviez pas eu le temps de vous aligner avant, le soutien il est important et je trouve que bon, de mon point de vue aussi, en tant que même quand on est manager ou top manager, c'est aussi, je trouve, ce qu'on doit faire aussi. C'est un modèle pour son équipe. C'est-à-dire que moi, dans mes convictions, ça a toujours été OK. Bah, même s'il y a quelqu'un dans mon équipe qui fait une erreur, bah, je vais pas devant les autres. On est soudés et OK.
on assume et on est solidaire. Et je pense que ça, c'est aussi un rôle modèle, enfin, que vous avez dû avoir aussi pour vos équipes. Et peut-être qu'on peut transitionner vers les points sur l'équipe, Léna, si ça Oui, marche, ta et bah, du connexion. coup, effectivement, ouais, ça, je sais pas si vous m'entendez, c'est bon, ouais, C'est bon, c'est bon, c'est ça bon, c'est bon, marche. c'est bon, ouais. Bah, du coup, effectivement, l'idée, on peut avoir ce risque, souvent quand on évoque le job sharing et notamment sur les postes de management, on a cette question, mais ok, mais du coup, si on a des collaborateurs qui viennent et qui font un peu papa-maman, quoi, et qui veulent essayer de négocier, qui veulent essayer d'avoir d'un côté de l'autre et d'avoir ce clivage, finalement. Comment est-ce que vous avez réussi, peut-être Nicolas, je vais te laisser la parole et on reviendra sur Florence et Muriel. Comment est-ce que vous réussissez avec vos équipes à être finalement d'accord en parfaite dans à travers vos équipes et puis vos partenaires, on va dire. Alors, c'est plus simple auprès des partenaires et des prestataires parce qu'ils ne nous voient pas au Mm. quotidien. Donc, ça, forcément, c'est beaucoup plus simple parce qu'effectivement, comme l'ont dit Florence et Muriel, l'objectif, c'est de façade d'être de toute façon d'accord. Même si on n'est pas forcément d'accord ou même si on a dû faire un consensus, il faut de toute façon être là. Ça, c'est une obligation. Maintenant, quand on a des collabs qui nous vivent au quotidien, ils savent qu'on a des points de vue qui sont différents, ils sentent les choses, surtout quand on est comme nous dans une petite entreprise, tu vois, nous, on est une quinzaine de personnes, ils savent ce qu'il en est. Donc forcément, ils savent qu'il y a des dissensions et qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel point. Maintenant, ça ne doit pas transparaître et surtout, on doit toujours avoir la même ligne de conduite sur le sujet. Donc on ne se contredit pas, on a la même ligne de conduite, on ne se contredit pas, on essaye de ne pas se contredire parce que de temps en temps, il y a des trucs qui peuvent fourcher, malheureusement. Mais on essaye au maximum de ne pas se contredire et surtout, on a la même ligne de conduite. Mais in fine, ils nous connaissent, ils connaissent nos états d'esprit, ils savent qui on est parce qu'ils nous voient depuis longtemps et comme toujours. Donc, on ne peut pas renfrogner tout ça. Mais après, le fait de montrer qu'on a la même direction et que quoi qu'il se passe, on avance ensemble pour le bien-être et aussi le développement de l'entreprise, ça montre aussi quelque part que, ok, on tire ensemble, on va dans le même sens et puis surtout, on fait tout pour que ça avance correctement. Donc, c'est aussi un point plutôt positif, le fait de savoir que on n'est pas forcément toujours aligné et que c'est des points de vue qu'on a confrontés et que c'est pas quelque chose qu'on a construit comme ça de manière totalitaire, mais que c'est plutôt quelque chose qu'on a construit en réfléchissant. Donc si on l'a fait et si on l'a mis en place comme ça, c'est parce qu'on a pensé que c'était la meilleure des solutions, malgré le fait qu'il y ait deux points de vue qui soient complètement différents. Donc, in fine, ils ont, entre guillemets, un seul discours, et c'est, je pense, pas une mauvaise chose qu'ils sachent qu'on n'a pas la même idée au départ. Ah oui. Effectivement. Ok, merci. Et du coup, Floriane, alors comment vous avez, est-ce que vous avez déjà été confronté peut-être à une situation où justement vous avez été un peu éprouvé sur ce sujet-là et vous avez dû Oui, bien faire sûr. face. Lors on a travaillé 21 ans ensemble avec des équipes internationales, donc des grosses équipes et dans plusieurs pays, donc forcément on a eu des petits soucis. Comme disait Nicolas, donc notre règle d'or, c'était vraiment la cohérence et la solidarité. Et comme on avait à gérer des grosses équipes dans un environnement international, on avait aussi notre règle d'or, c'était l'organisation et la documentation. Donc, en fait, on avait des débriefs extrêmement détaillés, enfin, pas extrêmement détaillés, mais des débriefs avec les décisions importantes sur chacune des personnes ou des équipes qu'on a managées. Ce qui fait que, en fait, même si la personne parlait avec Florence ou avec Muriel, on savait exactement ce qui s'était passé et on pouvait être cohérent parce que, voilà, donc, et évidemment, quand ça nous est arrivé d'avoir des personnes de mauvaise foi, là, on renforce le débriefing. On est de plus en plus détaillé pour éviter de se faire mettre un coin par quelqu'un. Et à un moment, une fois dans notre vie professionnelle, c'était tellement de mauvaise foi qu'on a dit, là, c'est terminé, il n'y a plus qu'une personne qui manage parce que là, c'était trop difficile. Et oui. Voilà, là, on a fait une exception. Voilà. C'est une exception qui a été très compliquée. Ça s'est terminé devant le tribunal, etc. Donc là, on ne peut pas avoir, même pour le tribunal français, de tête, c'est compliqué. Donc là, il n'y avait plus qu'un seul manager. Et voilà. Mais ça nous est arrivé une fois en 21 ans. C'est quand même l'exception. La plupart des gens sont de bonne foi dans l'entreprise.
Oui, d'accord. Et ça me fait penser que là, tu dis, bah, pour ce cas-là, il y a une tête finalement qui a dû être, enfin, une de vous 2 qui a dû prendre, on va dire, le lead. Et en termes de alors c'était pas forcément prévu dans nos questions, mais en termes de responsabilité, comment ça se passe justement dans ces cas-là? Qu'est-ce qui était, Bah, la responsabilité légale, en fait, ouais, on a tiré au sort, hein, en fait. Je crois que c'était moi, en fait. C'est moi qui suis allée. Alors, La courte paille. je crois que c'était moi. Ça a été extrêmement pénible. Mais voilà, mais il y a une responsabilité légale. Bon, ça a été moi, mais bon, ça aurait pu être Florence. C'était comme ça, voilà. ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, non, mais c'est vrai que c'est important aussi de l'avoir en tête. Après, quand on partage en fait, ce co-leadership et par rapport à votre duo, quels sont les impacts, positifs que vous avez pu voir en fait? Alors, je dirais pour déjà pour vos équipes, moi je trouve ça intéressant de voir, et aussi pour l'entreprise et puis, après aussi, Mmh. personnellement. Nicolas, par rapport à votre façon de faire? Est-ce que vous êtes un peu aussi rôle modèle dans votre collaboration, votre manière de collaborer pour vos équipes? Et voilà, quels sont les autres, bénéfices que tu vois pour tes équipes, et aussi point de vue avec ton épouse aussi d'un point de vue personnel? Euh, Après, d'un point de vue personnel, le truc est cool, c'est ce que je Mmh, disais tout à l'heure, c'est plutôt que déjà on a la même vision, donc c'est-à-dire qu'on sait vers où on va. Donc du côté personnel, ça permet aussi de savoir que c'est tous ces tenants souvent qu'il y a dans un couple où bah tiens, il y en a un qui ouais, bosse, c'est il y en vrai. a un qui Mmh, se déplace, il y en a un qui fait ci, qui fait ça. Bon bah là, on sait parce qu'on est ensemble, donc on sait pourquoi on le fait. Euh, sur le côté équipe, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, ils peuvent avoir une approche et une écoute et une vision différente, enfin, pas différente, mais une manière de présenter les choses qui soit différente au niveau de la structure. Et donc ça, pour eux, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Parce qu'ils savent comment dire, qu'on n'est pas un à décider, mais qu'on est deux à décider. Donc, c'est-à-dire que, après, ils sont malins aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils veulent demander et de ce sur quoi ils veulent avancer et des sujets, ils vont plus se pencher sur l'un ou sur l'autre pour pouvoir aller plaider leur cause. Et donc, du coup, que ça avance comme ça sur mmh, ces sujets-là. Donc, ça, pour le coup, c'est quelque chose comment dire, Mmh. de très malin mmh. de leur part, on va dire. Et est-ce que tu as vu une Euh, différence dans leur mode de fonction? Parce que là, OK, ils vont peut-être voir plus l'un que l'autre, mais même dans leur façon de travailler, enfin, tu vois? Aussi, d'interagir. Bah, c'est-à-dire que C'est-à-dire. comme ils vous voient collaborer, échanger et Ouais. cetera, et eux, dans leur mode de fonctionnement, est-ce que justement c'est quelque chose qui s'applique aussi, qu'ils mettent en Ah, place? tu dirais un Oui, modèle? ouais, exactement, pardon, c'était pas clair. Alors, Mmh. après, je sais pas si on fait office de modèle à ce niveau-là, parce que c'est plutôt après dans ce qu'on impulse en tant que tel. C'est pas notre vision, c'est pas le fait de nous voir qui va Mmh, changer les choses, c'est plutôt notre vision. Et à partir du moment forcément où tu travailles comme ça, veut dire que ta vision du développement est forcément mmh, collaboratif. Donc je pense que ça s'insuffle et ça s'insuffle dans ta manière de mmh. développer la boîte. Je pense que c'est plutôt ça plus que nous voir faire ça, parce qu'au final, ils ne nous voient pas Ouais, tellement le faire. d'accord. Mmh, Tu sais, c'est pas concret, quoi. C'est-à-dire que mmh, ils savent, mais ils voient pas, parce qu'ils sont pas dans les discussions, ils sont pas dans les échanges, ils sont pas dans toutes ces choses-là. Donc, ils voient pas réellement comment on bosse mmh, sur le sujet. Mais par contre, encore une fois, c'est ce que je dis. Comme on le fait de nous-mêmes et comme on le fait par rapport au développement de la boîte, c'est que c'est forcément ancré très profondément dans notre ADN et dans notre culture. Et donc, forcément, ça rejaillit et ça se ressent dans le développement de la boîte mmh. en tant que tel. D'accord. Et pour vous, Florence et Muriel, qu'est-ce que vous avez constaté comme, impact positif, voilà, sur vos équipes, pour l'entreprise et puis aussi, personnellement? Ouais, alors d'abord, je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit au niveau des équipes, en fait, hein, donc pour nous, ça a beaucoup d'écho et ça correspond tout à fait à ce qu'on a vécu. Je pense que les équipes ont beaucoup apprécié globalement, toutes nos équipes nous ont toujours donné des retours extrêmement positifs, Mmh. et ça a contribué au succès de notre job share, en fait, à la longévité du job share, parce que si les équipes n'avaient pas été heureuses ou voilà, je pense que ça aurait pas pu continuer. Donc, ben,
ils appréciaient d'avoir justement cette double vision, cette double façon de communiquer aussi, parce qu'on a notre tempérament complètement différent. D'ailleurs, Mais c'est quoi comment vous diriez, qui a quoi comme tempérament pour qu'on en sache juste un petit peu plus entre parenthèses? Je pense que Muriel est beaucoup plus spontanée et plus exigeante, et moi je suis plus dans le recul, dans l'empathie, et donc ça s'équilibrait très bien en fait. Donc ils avaient D'accord. la combinaison, et ils savaient en fonction comment on faisait des débriefings avec l'équipe alternée, ils savaient ce à quoi s'attendre avec l'un et avec l'autre, et donc ils étaient très matures. On a eu la chance d'avoir des gens, enfin ça a bien marché avec honnêtement, avec toutes nos équipes, encore une fois, et quelle que soit la culture aussi, ce qui était quand même assez intéressant. Parce que les cultures sont pas forcément les mêmes dans les pays européens, en Asie ou enfin, en Amérique du Nord. Et ça, je pense que honnêtement, ça a bien fonctionné avec. Donc c'est quand même assez c'est universel. Et je pense qu'en effet, la façon dont on travaillait ensemble, même si eux le voyaient pas non plus vraiment, ou à de rares occasions, ça a insufflé, on a insufflé l'esprit dans l'équipe. Voilà. Donc et cet avantage, c'était la même chose avec les gens avec qui on collaborait dans les équipes de direction. Voilà, donc c'est une façon de, je pense quelque part, de mettre moins d'émotion, moins de subjectivité dans les relations, donc d'objectiviser le rôle de manager. Et de réduire, de par ce fait, réduire aussi quand même les raisons des conflits. Voilà. Oui. Parce que vraiment tout est discuté et tout est mis sur la table et structuré. Donc pour l'entreprise, c'est vraiment un plus. Bon, après, c'est de créativité, en effet, c'est la continuité sur le job, c'est un engagement à 100% tout le temps. Parce que quand on est tout seul, on n'est pas forcément engagé à 100% tout le temps. Quand on est en job share, on a 3 jours et on est vraiment à 100%, voire à 120% sur ces 3 jours-là. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'avantages pour l'entreprise. Et puis, pour nous, je sais pas, ce que Muriel pourra confirmer, c'est justement de pouvoir mener de front deux vies, une vie personnelle avec du temps, justement, un esprit libre pour en profiter, et une vie professionnelle riche et qui nous a permis de progresser aussi. De faire face aux difficultés, de faire face au stress, de gérer les situations qui ont parfois été compliquées d'évolution professionnelle, de management parfois bienveillant et parfois toxique. Enfin bon, donc ça amène une résilience personnelle aussi, et au final donc beaucoup plus de confort, et pour conclure, un grand plaisir au travail aussi. Voilà. Oui, ce qui est clé du coup, un véritable épanouissement. Et du coup, un épanouissement aussi bien au niveau professionnel et surtout à des fonctions en particulier à des fonctions de top management. Et aussi personnel. Ouais, merci, oui. Et je voulais juste dire que alors, si vous deviez si on a envie de travailler à temps partiel, profiter un peu de la vie, la seule façon de le faire vraiment sans se désengager professionnellement, c'est le work sharing, parce que c'est très difficile. Enfin, on ne peut pas imaginer un poste de directeur, enfin un poste de direction en temps partiel sans personne à côté. C'est pas possible. Oui, ça serait pas, oui, c'est pas gérable à tout point de vue. Merci beaucoup. Si vous deviez conseiller tous les trois à ceux qui envisageraient de faire du top sharing pour des postes de top management, qu'est-ce que ce serait en 2-3 mots? Je sais pas, Nicolas, tu veux commencer? Pour se lancer, pour comment dire, les étapes à franchir, pour se lancer ou les conseils pour les personnes qui viennent. L'idée, ça serait de se dire, on arrive quand même sur le sujet en mode, comme le disait Florian et Muriel, c'est de se dire, on arrive vraiment pour partager et pour faire en sorte que ça soit un nouveau modèle de fonctionnement. Ça déjà, c'est le premier point. Et le fait de se dire que, comme elles l'ont dit aussi, que de toute façon, faire tout seul aujourd'hui, je pense que c'est absolument impossible, et ça serait pas juste, et ça serait pas bon, et ça serait pas intéressant pour l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut se dire aujourd'hui,
le fait sur des postes de management ou de direction d'avoir cette double casquette est ultra bénéfique, non seulement pour les personnes qu'on manage, mais aussi pour soi-même, parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet d'apprendre sur soi, ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de savoir si, comment dire, si au final on a besoin de s'améliorer sur tel ou tel sujet. Ça nous remet un petit peu aussi en face de nos responsabilités et de nous dire, bon, ben voilà, est-ce que finalement j'ai bien fait les choses? Est-ce que je les ai tous accompagnés correctement? Est-ce que j'étais à la hauteur de mon job? Est-ce que j'ai été ci ou ça? Mais de ne pas le faire tout seul. Parce que quand on le fait tout seul, on ne se pose pas forcément les bonnes questions et surtout, on n'a pas souvent les bonnes réponses. Il y a quand même une recrudescence depuis pas mal d'années de consultants ou d'accompagnateurs qui sont là pour accompagner les top management, les directeurs, les CEO et tout ça. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles, loin de là, ils sont très utiles. Mais si jamais on le fait à deux, on le fait forcément beaucoup mieux parce qu'on sait, on se connaît, on apprend à se connaître et puis surtout, on connaît le métier en profondeur. Les gens qui viennent de l'extérieur peuvent avoir un certain recul, mais les gens qui viennent de l'extérieur ne connaissent pas vraiment le métier en profondeur. Et je pense que le fait de co-diriger, non seulement ça permet d'avoir tous ces aspects-là, mais en plus, ça permet d'apprendre l'un de l'autre continuellement, et donc du coup de s'améliorer dans la vision et dans le recul qu'on peut prendre sur le sujet et sur l'autre. Je pense par contre qu'à mon avis, ça a une limite, c'est-à-dire que ça a une limite dans le temps d'avoir une connexion comme ça, parce qu'au bout d'un moment, on revient au système initial qui est que on se connaît tellement qu'on va peut-être pas forcément se poser les bonnes questions au bon moment ou qu'on va partir sur certains préjugés de l'autre parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Je parle de ça, c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, mais je pense que de fait, on aurait besoin d'avoir un recul particulier après. Ça ne veut pas dire que tu vas changer de femme quand même, Nicolas. Non, je l'ai demandé en mariage il y a 3 mois, donc clairement, alors que ça fait 13 ans qu'on est ensemble, tu vois. Donc non, je ne pourrais pas changer. Non, mais voilà, je pense qu'avoir du recul, c'est bien. Après, la première étape, c'est de se dire, c'est de faire la bascule mentale, de se dire, j'ai besoin pour m'améliorer, pour grandir, d'avoir quelqu'un avec moi qui m'accompagne au quotidien. C'est une bascule mentale à faire qui n'est pas forcément facile, surtout quand on est top manager ou chef d'entreprise ou autre, parce qu'on a tendance à se dire, du coup, ça veut dire que je vais devoir partager les décisions, ça veut dire que je vais devoir plus discuter, ça veut dire que ça va prendre plus de temps sur tel sujet. Donc oui, effectivement, ça peut faire peur, entre guillemets, au départ, ou ça peut être limitant au départ, mais in fine, c'est pas le cas, c'est-à-dire que ça n'est que du positif. C'est juste une bascule mentale à faire et de dire, écoute, demain, je serai pas seul à décider. Ouais, mais en même temps, quand on est seul à décider, généralement, on fait des erreurs. Il y a forcément des erreurs qui arriveront parce qu'on n'aura forcément pas le recul nécessaire. Donc, je pense que c'est intéressant à ce niveau-là, mais cette bascule mentale est nécessaire. Super, merci. Alors, Florielle, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Un conseil, c'est il faut foncer, il faut y aller, bien sûr, parce que c'est extraordinaire et il faut y croire. Mais par contre, il faut bien se préparer et il faut bien choisir la personne avec qui on veut top sharer parce que tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas envie ou de le faire. Et donc, il faut que l'autre soit dans le même état d'esprit. Comme le disait Nicolas, soit prêt à partager les décisions, mais aussi partager le reward, enfin, je sais plus comment on dit en français, mais les succès, voilà, les succès et la réussite, voilà, et les échecs, voilà. Donc c'est quand même un mode de fonctionnement très particulier, mais qui a une kyrielle d'avantages à la fois professionnels, personnels, pour l'entreprise, pour les équipes. Mais il faut s'y préparer, il faut connaître, faut être accepté de partager beaucoup de choses avec l'autre personne, pas seulement au niveau tactique et quotidien, mais je pense sur le long terme, sur les objectifs, sur la façon aussi de gérer les équipes. Donc un certain nombre je pense que c'est même au niveau de des valeurs que ça se passe. Voilà, et donc il faut prendre du temps pour partager ça et mettre en place un mode d'organisation. Nous, quand même, on a constaté que les outils, l'organisation, la structure, la discipline dans l'utilisation des moyens de communication pour être sûr d'être 100% cohérent, c'était très important. Oui. Vous aviez une adresse mail commune ou pas d'ailleurs? Oui. Oui. On avait un bureau commun, une adresse mail commune, un numéro de téléphone commun, un archivage commun, et une évaluation commune.
Ah oui, aussi. Et une augmentation commune. Et une augmentation commune. Et des primes communes. Après, c'était... Tout partagé. D'accord, oui. D'accord. Merci, oui. Super. Merci pour le partage. Du coup, Florence, toi, tu l'as vécu aussi en Allemagne pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme, à ton avis, c'est quoi les facteurs clés de succès finalement pour réussir un top sharing? Alors c'est vrai qu'on en a entendu pas mal déjà entre Nicolas, Florence et Muriel, mais si on devait, résumer, je pense que le point de départ, c'est d'avoir un soutien fort de la direction. D'ailleurs, vous l'avez dit, Florence et Muriel, enfin, ce qui vous a permis, ça a été votre manager, qui était anglaise, c'est ça? Qui vous a soutenu et moi, je vois aussi, quand, je l'ai proposé, à ma boss, au départ, elle s'est posé la question, puis elle s'est dit: «Non, mais j'ai envie de tester de nouvelles choses», donc effectivement, elle soutenait et après, bon, je le vois aussi, chez Nivea Beiersdorf en Allemagne. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant et tous les postes, en fait, je le dis souvent, mais maintenant tous les postes sont systématiquement ouverts au job sharing et donc peu importe les niveaux de poste et le manager ou top manager, enfin, doit justifier pourquoi ça serait pas ouvert, en job sharing et pour vous dire aussi, les directrices marketing de Nivea Allemagne, c'est 2 sont 2 femmes. Elles travaillent toutes les 2 à 60 et l'Allemagne, c'est le plus gros pays pour Nivea donc voilà, elles reportent, à quelqu'un du board donc c'est voilà, c'est quelque chose, qui est maintenant monnaie courante. Donc il y a ce soutien effectivement de la direction qui est important. En deuxième point, et ça vous l'avez bien dit, alors, c'est vraiment de bien se choisir, enfin, si on veut que le duo fonctionne bien et à tous les niveaux et aussi bien aussi en top sharing, il faut une bonne alchimie et avoir une base de valeurs communes. Je suis d'accord avec ce que tu disais Florence, et je pense qu'aussi Nicolas, enfin, tu dois aussi avoir, même si vous avez des visions différentes, vous avez quand même, des choses, on va dire un socle aussi, en commun et je pense que ça c'est clé, avoir cette bonne alchimie. Ça peut pas se faire avec n'importe qui et tout le monde ne peut pas aussi en faire. Donc je pense que ça c'est important. Un troisième point, c'est aussi d'être clair sur, le rôle de chacun. On se partage les projets, mais d'être clair sur aussi enfin, les objectifs, qu'on ait les mêmes objectifs et qu'on se dise: «Bah, OK, on va dans la même direction», quitte à discuter et ce qui vient avec mon quatrième point qui est la communication. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'échanges qui sont à prendre et notamment pour les prises de décision. Je trouvais ça intéressant ce que vous disiez d'anticiper, de beaucoup discuter avant d'arriver à la discussion, avant d'arriver à la décision et après au fur et à mesure qu'on se connaît, moi je l'ai pu le vivre aussi, les décisions elles sont plus rapides parce qu'on sait aussi ce que pense l'autre et on anticipe. Donc ça je pense que ça c'est vraiment un atout et les décisions quand elles sont prises de façon sereine. Je crois que c'est toi qui disais ça Nicolas, enfin quand on se dit: «Bah, on n'est pas voilà, on n'est pas tout seul à prendre la décision, on est 2 et on s'est dit: "Bon, on a pesé le pour et le contre et donc ce qui est pris voilà, on y va"». Et puis après, bah, il faut forcément que aussi la structure RH aussi soit ouverte, hein, à accueillir, des top chefs, enfin des top sharers. Voilà, c'est, on va dire, une culture à faire évoluer dans l'organisation. Mmh. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit effectivement, Florence et Muriel, vous êtes des exemples et puis, Nicolas aussi sur un autre niveau, que ça existe en France. Ça existait, c'est pas si nouveau que ça, on l'a dit, hein, ça fait plus de 30 ans que ça existe ce mode de travail. Mais finalement, on voit quand même que quand on en parle en France, c'est pas si connu. Quels sont d'après toi, Florence, les freins culturels, ou organisationnels Mmh. d'ailleurs, qui font que, bah, on a encore du mal à cranter sur ce mode de travail? Bah, je dirais notamment pour les postes de top sharing, on a plutôt en tête, voilà, c'est pyramidal et puis il faut qu'il y ait une seule personne et s'il y a 2 personnes, mais ça va être le bazar, elles vont jamais pouvoir se mettre d'accord, ça va être pire que tout, on va aller dans tous les sens. Donc déjà, je pense qu'il y a je sais pas si on peut appeler ça un biais cognitif ou enfin, Léna, tu es plus forte que moi là-dessus, mais enfin voilà, je pense qu'il y a des idées, Mmh. reçues qu'on a. Et puis aussi, je pense que dans les autres freins, c'est le côté, enfin, confiance mutuelle, enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment enfin, il faut avoir une autre enfin, mentalité. Souvent, si on se dit: «Bah, non, moi, j'ai envie, d'avoir le reward que pour moi», c'est ce que tu disais Florence. Non, c'est un reward qui va être partagé et donc d'avoir confiance et de se dire: «Oui, on le fait ensemble et ça sera pour tous les 2». Et puis, parfois aussi, on entend les entreprises qui nous disent, bah, ça va être complexe à organiser, il va falloir, voilà, c'est un ETP en plus à gérer, comment est-ce qu'on va faire, si enfin, s'il y a des ambiguïtés, ça va faire des doublons et cetera. Et puis aussi la question du cadre légal, parce qu'on parlait tout à l'heure de la responsabilité,
Et aujourd'hui, il y a pas, mis à part, on avait regardé, je crois que c'était pour des gardiens d'immeubles, les couples gardiens d'immeubles où il y a effectivement on va dire un co-contrat qui Co-contrat. existe. Effectivement, en France, c'est pas forcément réglementé dessus, mais ça se fait. Enfin, à l'étranger, ça se fait aussi. Donc pour gérer tout ça, ça va être important de sensibiliser et bien expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vos témoignages pour montrer que voilà, ça fonctionne. Merci Florence. Du coup, si on devait, il nous reste encore 4 minutes là sur notre temps. Si vous deviez un slogan ou un mot, enfin une image, peu importe, pour chacun d'entre vous, ce que c'est le top sharing, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous diriez? En un mot, une image, c'est dur. Ouais, ouais. Ou un slogan ou un... Moi, je dirais épanouissement. Épanouissement, Muriel, ouais. Florence ou Nicolas? Il y a toujours un adage qui dit qu'ensemble, on va plus loin. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment le truc. Si tu veux emmener une entreprise loin ou une équipe loin ou quoi, il faut être ensemble. Et au départ, le ensemble, c'est aussi une double tête qui dirige, quoi. Ouais, non, je pense que c'est très pertinent. En fait, on dit toujours tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et je pense que voilà, c'est tout à fait ça. Super. À deux on va plus loin. Merci. On retiendra ça. Merci beaucoup pour vos partages en tout cas. Merci à toutes et tous du coup d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, à nous contacter, à contacter aussi Nicolas ou Floriel, avec plaisir pour pouvoir échanger. Et puis, on espère que vous repartirez avec une nouvelle vision du top sharing et que ça vous donnera envie d'aller tester aussi sur des postes de top management ou de management. Et puis, merci beaucoup. Et puis si... Ouais, pardon, oui, non, oui, pas de souci. Et après, si vous voulez effectivement en savoir plus, vous pouvez effectivement nous contacter. On sera ravis d'échanger avec vous. Et dans les prochains jours, mardi prochain, on va avoir d'autres événements, aussi un webinaire qui sera sur l'interculturel, la reconnexion des générations. Et on va aussi parler un peu du job sharing, qui est aussi un moyen, un dispositif pour bien connecter les générations. On a eu des exemples aussi de duos intergénérationnels. Et on est aussi en train d'écrire un livre blanc sur le job sharing pour la France avec l'ENA, en partenariat avec des écoles et des entreprises. Et donc, si vous êtes intéressé pour prendre part à cette aventure, voilà, avec votre entreprise, ou bien lancer un pilote pour être aussi modèle, avec plaisir, contactez-nous. On sera ravis de vous embarquer dans cette aventure. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Florence, merci Floriel. Muriel, merci beaucoup Nicolas. Et puis à très bientôt, voilà, avec plaisir pour échanger. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.